Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Alexandra Goujon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'Ukraine et de la Biélorussie, autrice de l'Ukraine de l'indépendance à la guerre, qui est sortie, c'est plus que d'actualité, il y a quelques mois aux éditions du Cavalier Bleu, le scénario d'une guerre longue qui se dessine, en tout cas plus longue que vraisemblablement, je vais casser le plateau, le prévoyaient les Russes. C'est ainsi que semble se dessiner cette guerre en Ukraine ces jours-ci. On parle beaucoup de ce à quoi s'attendait peut-être le Kremlin et qui aurait été vraisemblablement freiné dans sa progression. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi on s'attendait côté ukrainien avant le début de la guerre, ou en tout cas du côté de ceux qui pensaient que la guerre allait avoir lieu? Alors je pense qu'il y avait deux éléments. Premier élément, l'Ukraine est un pays en guerre depuis 2014. Donc quelque part, il y a à la fois une préparation à la guerre, hein, et puis également une vie avec la guerre, hein, depuis 8 ans. Alors les discours, notamment de la part des États-Unis autour d'une invasion imminente, inquiétaient. Il y a même des citoyens en fait ukrainiens qui se préparaient, on va dire, à combattre et qui, durant leurs heures de loisirs, faisaient des formations militaires, hein, on l'a vu. Et dans le même temps, je crois qu'on ne croyait pas à une invasion de ce type. Peut-être quelque chose pour récupérer des territoires du côté de la ligne de front qui existe encore une fois depuis 2015. Mais cette invasion de grande ampleur, je pense qu'une grande partie des Ukrainiens n'y croyaient pas. La veille de cette invasion, on vivait normalement, comme le disent la plupart des Ukrainiens. Et je crois que c'est un choc le 24 au matin. Le fait de viser Kiev, Mariupol, on va y revenir dans un instant, je crois que vous connaissez particulièrement bien Odessa, bien sûr, quelle ville exceptionnelle avec ce patrimoine. Il y a des dessins, bien sûr, stratégiques et militaires, mais qu'est-ce que ces villes disent de l'Ukraine d'aujourd'hui qui pourraient expliquer en partie la détermination russe à les viser et à viser les civils qui y vivent ? Oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, c'est que justement, on est en train de parler du sud de l'Ukraine, alors qu'on est depuis des années sur cette espèce de division Est-Ouest, alors qu'il y a une certaine réalité, mais quand on parle de l'Est et de l'Ouest, on oublie et le centre et le sud de l'Ukraine. Et là, ce qu'on voit en parlant de Mariupol, d'Odessa, c'est qu'il y a un sud ukrainien, ou encore de la ville de Kherson, qui aujourd'hui, en fait, est une des grandes villes occupées. Hein, voilà. Ces villes, justement, le sud de l'Ukraine, c'est un sud qui est russophone, hein, comme d'ailleurs une partie de l'Est, mais où on voit justement que les Russes ne sont pas forcément accueillis en libérateurs. On parle d'occupants, les maires de ces villes parlent d'occupation russe. Il y en a dans une toute petite, une plus petite ville, on va dire, Melitopol, ce maire a été kidnappé et la population, en fait, manifeste pour retrouver le maire et pour dire que, effectivement, cette ville est ukrainienne et ils demandent la plupart du temps aux Russes de partir. Est-ce que c'est aussi parce que c'était des villes du vivre ensemble à l'ukrainienne, justement ? Oui, en fait, en Ukraine, on essaye d'expliquer le conflit depuis 2014 à travers cette idée de conflit linguistique, de conflit ethnique. Et en fait, dans le sud de l'Ukraine, mais y compris à Kiev, on a une diversité. En fait, en Ukraine, on a une diversité à la fois, j'allais dire, dans ces villes-là, mais aussi on a une diversité régionale qui n'empêche pas, en fait, le fait de se sentir ukrainien. Toutes ces personnes, en fait, ont la citoyenneté ukrainienne depuis 30 ans et il y a eu tout un travail de construction nationale. Et quelque part, effectivement, 2014 a permis aussi de consolider cet attachement à la fois, j'allais dire, à l'État ukrainien, mais aussi au territoire. Et en fait, pour les personnes de ces villes sont ukrainiennes. En fait. C'est comme ça qu'elles le vivent. Vladimir Poutine, on le disait, a sous-estimé la capacité de mobilisation et de résistance patriotique des Ukrainiens. Quasi logique, hein, puisqu'il nie même l'existence d'un peuple, voire d'une identité ukrainienne. Or, le peuple ukrainien existe, et vous l'avez rappelé récemment dans une tribune, depuis plus longtemps même que son État. Il y aurait donc une mauvaise analyse à y voir là, une forme de sursaut très récent.
Alors en fait, je crois que la société ukrainienne s'est développée de manière totalement différente de la société russe depuis l'éclatement de l'URSS. En Ukraine, on a eu des révolutions politiques, des alternances politiques. Toute élection, en fait, est liée à une incertitude. On ne sait pas qui va gagner l'élection. Toute forme d'autoritarisme a été combattue par la population. Donc en fait, effectivement, on a progressivement un imaginaire national ukrainien qui, depuis 30 ans, en fait, s'est consolidé. Et aujourd'hui, on a toute une génération, n'oublions pas que les trentenaires, aujourd'hui en Ukraine, n'ont pas vécu en Union soviétique et que quelque part, ce discours, bien sûr, qui précède l'invasion, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce discours n'est plus utilisable en Ukraine, autour de l'amitié entre les peuples, parle nettement moins à cette jeune génération, ou tout du moins parle tant qu'il n'y a pas d'agression. Aujourd'hui, en fait, il y a une dissonance, si je puis dire, entre ce discours-là et puis cette invasion. Et puis vous le rappelez bien sûr, ce patriotisme alimenté, cet esprit de résistance par le fait que la guerre, et on en a peut-être pas assez parlé, mais à culpa, la guerre existe en Ukraine depuis au moins 8 ans. De ce que vous savez, de ce qu'on vous témoigne, et notamment de vos contacts à Mariupol, comment comprenez-vous, comment est-ce que les Ukrainiens considèrent la ligne de crête sur laquelle marchent les Européens, qui serait soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre directement? Est-ce que c'est accueilli avec une forme de fatalisme, avec une forme de colère? Je crois qu'il y a deux choses du point de vue des dirigeants, et on l'entend dans la voix de Volodymyr Zelensky très régulièrement, qui intervient tous les jours. Il y a à la fois des remerciements faits notamment concernant l'aide financière, les livraisons d'armes, et en même temps une certaine rancœur. C'est-à-dire aujourd'hui, les Ukrainiens qui se battent sur le terrain, les populations qui sont sous les bombardements, notamment à Mariupol qui est encerclé, dont je rappellerai qu'un convoi humanitaire est en attente, qui ne peut pas rentrer en raison des bombardements. Bien sûr, il y a une très grande amertume. Les Ukrainiens ont le sentiment de se battre pour l'Europe, c'est ce qu'ils disent, et de ne pas être suffisamment aidés. Le fameux slogan « No-fly zone », zone d'exclusion aérienne, et bien là, c'est bien évidemment un appel qui revient sans cesse en Ukraine. Et pourquoi l'OTAN ou les puissances occidentales ne peuvent pas y répondre? Parce que ça entraînerait un conflit, on va dire, direct. Cette zone d'exclusion aérienne ferait en sorte que des avions en fait, de l'OTAN devraient empêcher des avions, on va dire, russes de survoler l'espace aérien ukrainien, et ça entraînerait une confrontation directe. Vous confirmez qu'à Mariupol, des contacts que vous avez, la situation humanitaire est catastrophique? Oui, la situation humanitaire est très très difficile. Et il n'y a pas d'approvisionnement en nourriture, en eau. Voilà. Et encore une fois, il y a des bombardements incessants. Et juste pour un clin d'œil par rapport à l'actualité, on voit que ce matin, on parle beaucoup de cette femme sur les plateaux russes qui s'est exprimée. Eh bien, en Ukraine, on dit voilà. Pendant ce temps-là, regardez ce qui se passe, nous sommes bombardés. Donc il y a voilà, une volonté en tous les cas, un cri d'appel et un appel à l'aide des populations ukrainiennes ce matin. L'une des forces de ce qu'on appelle peut-être avec une facilité intellectuelle la résistance ukrainienne, c'est sa communication et son discours patriotique. Comment, au-delà du discours, en réalité, si j'ose dire, on voit comment les choses peuvent évaluer? Le rapport de force est clairement en défaveur des forces ukrainiennes. Est-ce que derrière le discours patriotique, il y a parfois quelque chose de l'ordre du réalisme? Je crois qu'on Sans présager, bien sûr, tout à fait. Il y a des équilibres. Il y a une volonté. De toute façon, tout est fait, bien évidemment, pour se donner du courage, se donner de la force. C'est ça, en fait, en ce moment, cette résilience, c'est-à-dire cette volonté et cette résistance, elle est fondée vraiment sur l'idée de mettre toutes les forces de son côté pour gagner cette guerre, en quelque sorte. Et je crois que ce qui peut surprendre aussi, c'est dans cet élan patriotique, c'est comme quelque chose que
que on va dire en Europe, on a un peu oublié cette idée d'une nation qui est obligée de se défendre par rapport à un envahisseur étranger. Eh bien, c'est ce que les Ukrainiens sont en train de vivre. Et je crois que voilà, ça s'est sans doute un petit peu effacé dans un certain nombre de nations, on va dire, européennes installées, dont l'indépendance n'est pas menacée. Là, on a véritablement affaire à un peuple qui joue en quelque sorte la survie de son État et de son peuple qui est donc menacé par un étranger. Dans le récit, mais on comprend pourquoi, on parle évidemment peu ou pas des Ukrainiens qui sont contre la guerre. J'imagine qu'il y en a. Les Ukrainiens, les hommes qui restent, c'est parce qu'ils le sont obligés. Ils doivent s'engager entre 18 et 60 ans dans les forces ukrainiennes. J'imagine qu'il y a des Ukrainiens qui ne veulent pas se battre. On ne les entend pas. Non, c'est quelque chose, je pense qu'en fait aujourd'hui on met vraiment l'accent sur cette force patriotique. Existe-t-il ? Bien sûr, je pense que dans si vous voulez, cette société, elle résiste massivement, et ça, c'est une chose. Dans cette société ukrainienne, elle est hétérogène, comme beaucoup d'autres sociétés européennes. Donc, il ne faut ni idéaliser, j'allais dire, cette société et son patriotisme qui est existant, on le voit, mais bien évidemment, ici ou là, on a des témoignages d'hommes qui ne cherchent pas forcément à combattre. On a aussi des gens qui reviennent, notamment des Ukrainiens qui vivaient à l'étranger depuis un certain temps et qui reviennent au pays pour se battre. Donc je crois qu'on a vraiment beaucoup d'opinions et de façons de faire très, 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 très différentes. Une petite question sur l'avenir pour conclure. Sombre, ou en tout cas difficile de le prédire là, bien sûr, mais vous le disiez tout à l'heure, cette identité ukrainienne, peut-être comme partout dans le monde d'ailleurs, est faite de complexité. Comment il va imaginer, disons dans un scénario optimiste, si la guerre s'arrête et que les dégâts restent ce qu'ils sont aujourd'hui, comment imaginer un vivre ensemble dans ce pays fait de tant de diversité, de complexité, de l'identité ? À mon sens, il n'y a pas de problème de vivre ensemble parce qu'aujourd'hui, en fait, la population qui vit en Ukraine, c'est une population qui se sent principalement, on va dire, ukrainienne. N'oublions pas, et on le rappelait, en 2014, il y a un conflit. Il y a un conflit à l'extrême est du pays. Ce conflit a déjà généré, en fait, un certain nombre de migrations de population. Et une partie de la population est, par exemple, allée à l'époque en Russie. Donc, en quelque sorte, ceux qui, depuis que 2014, sont en Ukraine, ont décidé de rester en Ukraine et de soutenir cet État. C'est pour ça que la perspective des 8 dernières années est extrêmement importante finalement pour comprendre à la fois cette résistance et ce vivre ensemble ukrainien, puisqu'on a déjà éprouvé en quelque sorte et l'annexion de la Crimée et la guerre il y a 8 ans. Donc c'est déjà ces questions qui se sont posées sur où je suis, où je veux vivre, quel État je veux défendre. Et n'oublions pas, Volodymyr Zelensky hier a commencé à s'exprimer en disant les Ukrainiens libres. C'est-à-dire que l'Ukraine aujourd'hui représente aussi cette liberté de vivre avec un pluralisme politique. Et aujourd'hui, la Russie ne représente pas, on va dire, un modèle que les Ukrainiens qui, depuis 8 ans, ont expérimenté, souhaitent, on va dire, dans leur propre pays. Merci beaucoup, merci infiniment Alexandra Goujon d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Je rappelle le titre de votre livre, on le voit à l'antenne, l'Ukraine de l'indépendance à la guerre aux cavaliers bleus. Merci encore.